Bonjour tout le monde et bienvenue à ce balado qui porte sur l'avis de divulgation. Je suis accompagnée de Nicolas Rioux, qui est directeur des affaires juridiques ici à l'organisme. Bonjour. Bienvenue. On parle d'un sujet qui peut être il y a un petit peu de brouillard autour de l'avis de divulgation. Quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, à quoi il sert, où le trouver. Bref, on va éclaircir tout ça aujourd'hui. On commence avec le début du début, là. Alors, quelle est l'obligation qui est au cœur de ça? L'avis de divulgation, c'est le formulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? En fait, l'avis de divulgation, son but premier, c'est de toujours maintenir le climat de transparence complet qui doit exister dans le cadre d'une transaction par le courtier face à toutes les parties qui sont impliquées. Donc, on vient dénoncer tout ce qui pourrait être un enjeu dans le cadre de la transaction. Donc, on vient ajouter de la clarté, de la transparence dans tout ça. Exactement. OK. On se plonge directement dans le sujet. Donc, dans quelle situation on doit utiliser le formulaire et dans quelle autre c'est pas requis? En fait, il y a une distinction, puis c'est peut-être là qui est l'ambiguïté, c'est que certains considèrent que c'est dans le cas de conflit d'intérêt ou pas. L'avis de divulgation, il vise 2 points. Premièrement, dénoncer le statut de courtier, donc le statut d'intervenant qui a des compétences particulières, qui a des connaissances plus approfondies, donc qui est beaucoup plus, qui est peut-être mieux équipé pour la transaction. Donc, c'est important que toutes les parties le sachent. Si, par exemple, on transige avec quelqu'un qui n'est pas courtier. Et l'autre élément, bien, c'est aussi de venir dénoncer la possibilité d'avoir un intérêt dans l'immeuble qui serait visé par la transaction. Puis l'intérêt, on parle financier. Hein? Exactement. On parle de façon générale d'intérêt direct ou indirect. On va détailler ça un petit peu plus loin. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de situations qui méritent qu'on utilise l'avis de divulgation? En fait, le premier exemple, c'est quand un courtier désire acheter, par exemple. Alors, s'il désire acheter, il doit dénoncer à la partie avec qui il transige son statut de courtier en disant « j'ai des connaissances particulières qui font en sorte que c'est important que l'autre partie sache qu'il transige avec quelqu'un qui est peut-être plus aguerri. » Exact. On n'est pas d'égal à égal. Exactement. Donc, c'est un peu pour rétablir l'équilibre. Ensuite de ça, dans la mesure où il achète pour lui-même, c'est important aussi qu'il dise que j'achète dans le but soit de revendre ou que j'ai déjà négocié la possibilité de le revendre. Donc, c'est important que le vendeur le sache. Ensuite de ça, il y a la situation opposée, quand le courtier vend. Et là, à ce moment-là, c'est surtout, il va vendre quelque chose, un bien dans lequel il a un intérêt. Soit que c'est un bien qui lui appartient, ou c'est un bien, et là, à ce moment-là, on parle d'intérêt direct, ou c'est un bien qui lui appartient, mais de façon indirecte. Par exemple, par l'entremise d'une compagnie dans laquelle le courtier détiendrait des parts, des actions ou qui serait actionnaire majoritaire. Ça insère aussi ça peut-être une implication familiale, là? Du côté familial, il y a effectivement certaines situations. Par exemple, le courtier qui représente son conjoint au moment de l'achat. Bien là, à ce moment-là, il y a effectivement la possibilité d'un intérêt. Par exemple, si c'est des conjoints qui sont mariés ou unis civilement, il peut à ce moment-là y avoir certains intérêts, par exemple, en ce qui concerne le patrimoine familial ou ces choses-là. Exact. Donc, il y aurait un intérêt à dénoncer. Exact. Puis, rappelons-le, là, ce qu'on divulgue, ce n'est pas le lien familial. C'est pas ça qu'on veut divulguer. Exactement. En fait, c'est vraiment l'intérêt. Quand on parle de, par exemple, où on représente un conjoint ou, par exemple, un enfant à charge, à ce moment-là, ce n'est pas le lien, c'est plutôt l'incidence potentielle d'un intérêt. Alors que de représenter quelqu'un de qui on est proche, ça ne constitue pas systématiquement, ça ne nécessite pas nécessairement un avis de divulgation. Exact. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser un avis de divulgation dans tous les cas, seulement lorsqu'il y a un intérêt financier qui est à l'horizon, disons. Exactement. Ou de dénoncer son statut particulier de courtier. D'accord. Donc, l'avis de divulgation doit se faire. Maintenant, est-ce qu'il y a une forme particulière? Est-ce qu'il y a une obligation quelconque dans ce sens-là? En fait, il y a une obligation. Maintenant, il n'y a pas de forme particulière.
Ce qui est important, c'est que l'avis de divulgation remplisse tous les éléments qui sont mentionnés à la réglementation. On parle ici des articles 18 à 22 du règlement sur les conditions d'exercice. L'OACIQ propose un modèle qui est un formulaire recommandé, donc qui n'est pas obligatoire. Il est disponible sur le site et il est disponible aussi sur Instanet. Mais un courtier pourrait tout bonnement décider de se faire son propre formulaire et l'utiliser, puis ce serait tout à fait acceptable aussi, dans la mesure où ça respecte les éléments qui sont précisés à la réglementation. Exact. Il y avait une ancienne version de ce formulaire-là. Oui. On a peaufiné, bonifié ce formulaire-là pour vraiment couvrir tous les angles possibles. Donc, c'est celui-là qui est le plus simple, si on peut le dire ici, à utiliser. OK, puis, donc, on a produit avec le nouveau formulaire un feuillet explicatif. Et là, où vraiment on détaille clairement qu'est-ce qui est visé dans chacune des situations. Et à ce moment-là, le courtier doit s'assurer de cocher la bonne case qui correspond à la situation dans laquelle il se trouve. D'accord. Donc, en utilisant le formulaire recommandé disponible là, sur nos différentes plateformes, le courtier se trouve à couvrir tous les angles, comme je le disais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'il n'y avait pas sur l'ancien formulaire? Il y a tous les éléments qui réfèrent, par exemple, au fait que le courtier doit informer la partie qu'il ne la représente pas, qu'il a la possibilité de se faire représenter par le courtier de son choix. Le reste, c'est en fait l'application des différentes dispositions qui sont peut-être précisées un peu plus. D'accord. Il y a de la confusion autour de l'avis de divulgation versus la dénonciation du conflit d'intérêts. Oui. J'ai une genre de petite zone grise, là, puis on pourrait l'éclaircir un petit peu aujourd'hui. On va essayer. Okay. En fait, l'avis de divulgation, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment dans un but très spécifique. C'est ce qui vise le statut particulier du courtier, donc un professionnel de l'immobilier qui s'insère dans une transaction, et la dénonciation d'un intérêt quelconque dans l'immeuble qui est en jeu. Le conflit d'intérêts, on est plus au niveau la situation dans laquelle le courtier se trouve, c'est où il pourrait être tenté de primer ses intérêts avant de protéger ceux du client qu'il a. Et à ce moment-là, si on est dans une situation où le courtier pourrait privilégier ses intérêts ou les intérêts d'un autre plutôt que de privilégier les intérêts de son client et défendre les intérêts de son client, là, on se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts, mais qui, elle, ne se dénonce pas avec l'avis de divulgation. Exact. Donc, le fait de remplir, soyons très clairs, le fait de remplir un avis de divulgation ne brise pas le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts doit toujours être évité. Exact. Je veux dire, on le sait, la loi est claire sur ça. Et à ce moment-là, il doit être dénoncé. Alors, dans les deux cas, par exemple, que ce soit l'avis de divulgation ou le conflit d'intérêts, l'avis doit être donné par écrit avec une preuve de réception. Il n'y a pas de formulaire spécifique pour le conflit d'intérêts. Ce qui est fortement recommandé, justement, c'est de le faire le plus tôt possible, d'informer, de le faire par écrit, d'avoir une preuve de réception. Et on ne peut pas se dédouaner avec un avis. Même si la partie visée consent, le courtier ne peut pas se dédouaner. Il est en conflit d'intérêts. Exact. On entre dans une autre sphère de conséquences potentielles, si on peut le dire. Effectivement. Comme ça. OK. On entend souvent des courtiers mentionner qu'ils sont intéressés dans une transaction non pas à titre de professionnel de l'immobilier, mais bien à titre personnel et que ça les épargnerait de faire la divulgation. Donc, on est toujours au même niveau. Le courtier doit dénoncer le fait qu'il est un professionnel aguerri de l'immobilier. Ses connaissances, il ne les perd pas quand il décide d'acheter pour lui-même. Un courtier est courtier 24 heures sur 24, exact. 365 jours par année. On ne sort pas de son statut et à ce moment-là, l'avis de divulgation prend tout son sens, où le courtier doit absolument, pour jouer de transparence, dénoncer qu'il a un statut particulier par rapport à l'autre partie. Mm-hmm. Il y a une autre notion, là, on rajoute les notions, mais il y a l'implication du FARCIC aussi. Ça fait une différence dans la couverture dont bénéficient les courtiers. Effectivement. Donc là... L'enjeu, en fait, c'est que quand le courtier agit pour lui-même,
dans le cadre d'une transaction, il ne bénéficie plus de la protection de l'assurance responsabilité professionnelle parce qu'il n'est pas dans le cadre de ses fonctions. Exact. Alors ça, c'est un élément à valider, puis la meilleure façon, c'est de valider auprès du FARCIG. C'est intéressant aussi de l'annoncer, de l'énoncer, plutôt d'aviser les gens avec qui on transige, avec lesquels le courtier transige, que là, la transaction n'est pas couverte. Là. C'est important. Et ça fait partie des éléments qui sont dans l'avis de divulgation. Exact. On invite les gens à aller consulter le site du FARCIG pour avoir plus de détails à cet égard-là. Comment un courtier ou quelles questions un courtier doit se poser pour savoir si l'utilisation de l'avis de divulgation est requis ou pas? Comment le courtier se positionne? Bien, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre la situation de conflit d'intérêts et là, la première question que le courtier doit se poser, je me positionne où à l'intérieur de la transaction? Quel est mon rôle? Exactement. Est-ce que je travaille pour les intérêts d'un client particulier avec qui j'ai un contrat? Mm-hmm. Puis à ce moment-là, il peut avoir une certaine incidence. Ou au contraire, je suis dans une situation où je vais tenter de privilégier mes propres intérêts. Bien là, on tombe vraiment dans la situation. Et une fois qu'on a répondu à la première question, après ça, ça se tranche clairement. C'est je suis soit en situation de conflit d'intérêts ou je suis dans une situation où je dois divulguer, que ce soit mon statut ou mon intérêt. Un courtier qui prendrait le risque de ne pas divulguer, ça peut arriver, un oubli, peut-être intentionnel, peu importe, mais les conséquences sont graves. Elles sont malheureuses pour les gens qui ne sont pas avisés, mais il y a aussi d'autres conséquences possibles pour le courtier. Là. Tout à fait. Par exemple, les situations dans lesquelles un courtier aurait dû divulguer et ne le fait pas, la partie, en fait, qui serait la partie lésée, tant que le contrat n'est pas signé, que ce soit une vente ou, par exemple, un prêt hypothécaire, ces choses-là, à ce moment-là, il y aurait moyen de mettre un terme à tout ça, sans pénalité, même s'il y avait des offres acceptées ou non. Alors ça, c'est la première conséquence, c'est que la transaction tomberait. Mais il y a aussi un élément plus personnel au courtier, c'est qu'il s'expose à des plaintes disciplinaires et à avoir à expliquer son comportement devant le comité de discipline. Exact. OK. Merci, Nicolas. Ça me fait plaisir. Merci. Pour les clarifications. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour ce balado. Et je vous invite à aller faire un tour et à aller consulter nos différents outils qui sont d'abord disponibles sur notre site Internet, qui a été récemment revampé, qui est encore plus facile à naviguer avec une multitude d'outils pour vous. On vous invite aussi à aller consulter notre agente conversationnelle, Élise, qui va pouvoir répondre à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien sûr, vous pouvez toujours appeler notre équipe à Info-OACIQ qui sont là pour répondre à vos questions les plus complexes. Merci et à bientôt.